Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro spécial de questions d'actualité. Et nous mettons nos projecteurs sur la paix et la réconciliation au Mali. La vision des autorités de la transition pour la paix et la réconciliation. Le Mali a donc opté pour le dialogue direct entre ses fils sans intermédiaire. Dialogue qui s'est donc tenu au niveau communal, régional et au niveau des représentations diplomatiques et consulaires. La boucle a été bouclée par la phase nationale avec plus de 300 recommandations. Les Maliens ont donc tout mis sur table. Les yeux sont donc tournés maintenant vers la mise en œuvre de ces recommandations. Dialogue direct puisque celui de la médiation internationale n'a pas marché. Le 25 janvier 2024, le président de la transition a donc annoncé la fin de cet accord et invité les Maliens à se parler. Qu'en est-il exactement? Quelles sont les divergences qui ont occasionné la fin de l'accord dit d'Alger? Quelle est la suite réservée au dialogue intermalien? Pour la réponse, donc, nous recevons le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, colonel-major Ismaël Ouagué. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Moussa Ag Acharatouman, secrétaire général du MSA, le Mouvement pour le salut de l'Azawad. Bonsoir, monsieur Moussa Ag Acharatouman. Bonsoir. Monsieur Youssouf Mohamed, secrétaire général du GATIA. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mohamed Ould Matali, représentant du MAA, Mouvement arabe de l'Azawad. Bonsoir. Monsieur Ould Matali. Salam alaikum. Et mon colonel-major El Hadj Moussa Diakité, il est le représentant de l'état-major général des armées sur ce plateau. Bonsoir, mon colonel-major. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on va le rappeler, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger visait à mettre fin à la guerre au Mali. Il a été signé le 15 mai et le 20 juin 2015 à Bamako après des négociations menées à Alger, mais la montagne a accouché d'une souris. Monsieur le ministre, je vais me tourner vers vous. Quelles sont les raisons qui ont motivé le retrait du gouvernement du Mali de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger signé en 2015? La première raison importante du retrait du gouvernement de l'accord, c'est bien entendu le fait que l'État du Mali a voulu en faire une appropriation nationale et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'ingérence et prendre en compte tout ce qu'il y a comme divergence qui a amené à la mise en œuvre de l'accord. Parmi ces divergences, on peut citer entre autres les questions politico-institutionnelles où les mouvements signataires, les anciens mouvements signataires et le gouvernement n'avaient pas forcément la même compréhension de ce qu'il faut mettre en œuvre par rapport aux questions politico-institutionnelles. Il y a aussi la question du traitement des ex-combattants, c'est-à-dire l'intégration et la réinsertion. Donc il y avait des divergences réelles de point de vue par rapport à qui intégrer, comment il faut le faire. Cependant, il y a une tentative dans le cadre de l'intégration avec les bataillons MOC qu'on appelle communément les BATFAR, qui ont permis quand même qu'un certain nombre de bataillons ont pu être déployés sur le terrain, notamment à Kidal, composés d'une partie des mouvements et des FAMA. Mais malheureusement, il y avait tellement de divergences de point de vue, de compréhension, qui a fait qu'on n'a pas pu continuer le processus d'intégration et DDR. Donc, entre autres, ça, c'est les principales raisons de retrait du gouvernement de l'accord. Alors, quels sont les points de divergence qu'on peut noter? C'est vrai que vous en avez cité tout à l'heure. Quels sont les points qu'on peut retenir qui ont été à la base de cette divergence? Le point principal, c'est surtout la question d'une compréhension commune par rapport aux questions politico-institutionnelles, c'est-à-dire la question des régions, de l'Assemblée régionale, l'exécutif, et le législatif, le président de l'Assemblée régionale, le mode d'élection, et puis les pouvoirs et les ressources qui devaient être transférées aux régions. Donc la compréhension du gouvernement, c'est que tout ce qui concerne les pouvoirs régaliens doivent rester au sein de l'État. Mais la compréhension d'une partie des mouvements, surtout de la CMA, c'est que tous les pouvoirs devaient être transférés au niveau du président de l'Assemblée régionale élu au suffrage universel direct. Donc il y a eu des incompréhensions par rapport à cet article. Et ensuite, le second point de divergence, c'est vraiment la question d'intégration, de réinsertion, de traitement des ex-combattants, surtout des hauts cadres. D'accord. Je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons des valeurs qui ont toujours permis à nos sociétés de cohabiter depuis fort bien longtemps. Je pense que ce sont des choses, c'est l'occasion aujourd'hui dans le cadre même
du renforcement de la souveraineté, de l'ancrage et du réaffirmement de nos valeurs traditionnelles et religieuses, de mettre ces acteurs-là à contribution. Je pense qu'ils peuvent être très très utiles. Au-delà même de légitimité traditionnelle, il y a aussi les leaders religieux qui, quand même, on sait que le Mali, c'est un pays à 95% musulmans. Je pense que les leaders religieux, surtout musulmans, ont un rôle extrêmement important à jouer, surtout dans le cadre de la réconciliation et surtout par rapport à cette question du terrorisme qui continue quand même à gangréner nos sociétés et à se propager. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion pour ces chefs religieux de se manifester, de se mettre aux côtés du ministère de la Réconciliation nationale et des autorités actuelles pour justement faire comprendre à ces milliers de jeunes qui sont embrigadés dans ces histoires-là, qui sont sur la mauvaise route et que l'islam n'a jamais parlé de ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que c'est un exercice, on ne doit pas faire l'économie de cela aujourd'hui. C'est extrêmement important parce qu'avec les armes, on ne peut pas régler tous les problèmes. Mais avec la parole, on peut dissuader une bonne partie de nos jeunes que les chemins sur lesquels ils sont n'est pas forcément les bons. Ça, c'est un premier aspect. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice national. Quel peut être le rôle des mouvements armés dans la quête de la paix au Mali? La première chose, je pense, qu'on demande au mouvement, en tout cas nous sommes fondamentalement engagés à avancer dans cela, c'est de permettre aujourd'hui à ces combattants qui ont des armes sur le terrain, premièrement, puissent se mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité. Deuxièmement, qu'on puisse rapidement finaliser ce programme DDR pour que ces jeunes qui sont en armes, qui ont aussi une valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous, on a intégré des jeunes qui sont dans l'armée malienne, qui travaillent très bien, qui ont des résultats. Aujourd'hui, c'est de permettre à tous ces jeunes-là aujourd'hui d'intégrer les forces de défense et de sécurité et que désormais, comme le ministre l'a dit, qu'il n'y ait plus quelqu'un qui a une arme sur le territoire national, hormis les forces de défense et de sécurité. Ça va même faciliter aux FAMA la lutte contre le terrorisme, parce que comme ils l'ont dit tout à l'heure, aujourd'hui, vous partez dans certaines zones, vous ne savez pas qui est mouvement armé, qui est civil, qui est ceci, qui est cela. Parce qu'à un moment donné, il y a un désordre qui s'est installé dans cette zone qui fait que chacun est obligé de payer une arme pour se protéger parce qu'on était presque dans une jungle. Donc aujourd'hui, on est en train progressivement de sortir de cela. C'est pour cela, je pense que ça, c'est les premières choses sur lesquelles nous, en tant que leaders des mouvements, en concertation avec le ministre de la Réconciliation nationale, on doit rapidement avancer vers cela pour que désormais tous nos combattants soient mis à la disposition des forces de défense et de sécurité. Alors, mon colonel-major, quels sont vos espoirs pour la paix et la réconciliation au Mali? Ça passe par quoi? Comme on dit, la paix est essentielle. Mais pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait l'armée aussi. L'armée, c'est le pilier essentiel pour maintenir la paix. Nous sollicitons l'accompagnement de la population, surtout dans les zones déployées. Ça nous permet de maîtriser les zones, surtout par l'accompagnement de la population, surtout par le renseignement, et puis de l'acceptation des éléments déployés. Il faut que la population comprenne que l'armée est là pour elle, l'armée est là pour le pays, et nous œuvrons pour le développement socio-économique des zones du pays en général. Quel est le message du GATIA? C'est un message républicain, c'est-à-dire qu'il faut rester républicain. Et quand on reste républicain, cela veut dire qu'aucun sacrifice n'est de trop pour notre pays, le Mali. Et je pense que les trois principes qui guident l'action gouvernementale, je crois qu'on doit, chaque Malien doit se les réapproprier. Ces trois principes qui ont été déjà adoptés, je pense que tout le monde les connaît. Je pense que ça doit être des principes qui doivent même être enseignés au niveau de l'école, au niveau de l'enseignement. Et en ce temps, je pense qu'on pourra vraiment aider notre pays. Il faut que les gens se mettent en tête qu'ils n'ont d'autres pays que le Mali. Ahmed Ould Matali, quel est ce message au peuple aujourd'hui? En quoi le vivre ensemble peut être utile? Le Mali a existé il y a longtemps et on a toujours existé ensemble. C'est un tournant historique que le Mali est en train de prendre. Et aujourd'hui, même l'existence du Mali parmi les pays de l'Afrique aussi, c'est nouveau. Parce que le Mali d'antan était puissant, le Mali historiquement il était puissant en tant qu'empire, et aujourd'hui en tant que pays encore contemporain, il faut qu'il existe. Et ça, c'est grâce à nos jeunes qui aujourd'hui nous ont orientés. Maintenant, les gens qui les ont suivis pendant un bout de temps, il y a 2 ans ou 3 ans, on commence à découvrir la vraie réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on veut rompre avec
la non-souveraineté qui était dans laquelle on se vivait avant. Quel peut être notre accompagnement pour une bonne gouvernance au Mali? Premièrement, c'est de permettre le retour de l'autorité de l'État partout. Parce que c'est l'État qui peut scolariser, c'est l'État qui peut soigner, c'est l'État qui peut scolariser, c'est l'État qui peut faire beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit être d'accord sur ça. Il a été recommandé d'engager le dialogue avec tous les mouvements armés. Qu'en est-il aujourd'hui? De toute façon, cette plateforme-là déjà montre qu'il y a les anciens mouvements signataires qui sont ici. Youssouf, il est du Gatia. Il y a Oulimatale qui est du MAA, quand même qui avait rejoint, une partie avait rejoint le CSP, mais il est avec nous aujourd'hui. Moussa Akheratouman, mon frère qui est à ma droite, il était dans le CSP, mais aujourd'hui il est avec moi sur le plateau, juste pour vous dire que nous sommes dans une bonne dynamique, nous sommes dans une bonne cohésion. Tant que c'est l'intérêt des communautés qui est visé, forcément on va trouver le point d'entente pour continuer à parler, sauf ceux-là qui travaillent pour leur propre intérêt et non les communautés. Voilà pourquoi nous continuons à tendre la main, à discuter avec les autres, même ceux-là du CSP, de la CMA, physiquement, visiblement, qui ne sont pas présents. Le dialogue n'est pas forcément interrompu. Nous continuons à discuter avec eux pour qu'on puisse trouver des points d'entente et surtout au bénéfice des populations. Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale Questions d'actualité sur la neutralisation par les forces armées maliennes d'un des plus grands terroristes de l'État islamique au Sahel, Abou Ouzeifa dit Hugo. Ce terroriste de renommée était responsable de plusieurs attaques contre les populations civiles nigériennes et maliennes dans la zone des 3 frontières. Il faisait partie du groupe qui a attaqué les forces spéciales américaines à Tango Tango au Niger en 2017, attaque qui a coûté la vie à des soldats américains et nigériens. C'est pourquoi d'ailleurs sa tête avait été mise à prix par le département d'État américain à hauteur de 3,4 milliards de francs CFA. C'est donc une cible de haute valeur qui vient d'être abattue par les forces armées maliennes au cours d'une opération d'envergure menée avec professionnalisme. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le lieutenant-colonel Youssouf Diakité, représentant de l'état-major général des armées. Il faisait partie des planificateurs de l'opération qui a conduit à la neutralisation du terroriste Hugo. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, M. Damélé. Félicitations et bienvenue. Fier d'avoir planifié et reçu ce grand coup. C'est un plaisir pour moi et c'est l'objectif de nos hauts hiérarchies par rapport à tout ce qui concerne les terroristes dans le secteur. Merci. Une fois de plus, bienvenue. Merci. Notre deuxième invité est M. Moussa Akheratouman. Il est membre du Conseil national de transition, membre de la Commission défense et sécurité du CNT, ressortissant de la région de Ménaka et il est le secrétaire général du MSA. Bonsoir, M. Akheratouman. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes d'ailleurs l'un des premiers à avoir tweeté cette information sur cette belle victoire des femmes. Comment vous l'avez su et appris? Donc, merci beaucoup, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler et d'argumenter devant les téléspectateurs de l'ORTM et devant les populations maliennes et le monde entier. Vraiment mes encouragements et mes félicitations aux forces de défense et de sécurité qui viennent de réussir un grand coup. Bon, l'information, moi je l'ai reçue parce que tout simplement je suis du coin et comme vous le savez, les informations remontent très vite. C'est vrai que nous, en tant que civils, on peut se permettre de diffuser un certain nombre d'informations, ce qui n'est pas le cas des forces de défense et de sécurité qui doivent prendre le temps minutieusement de regrouper toutes les informations avant de faire une communication officielle qui est effectivement arrivée 24 heures après. Mais c'est vrai que moi, j'ai communiqué très tôt, dès le dimanche, sur la neutralisation d'Abou Ouzeifa dit Hugo. Nous allons de toute façon voir tous les contours de cette opération dénommée Djougou et Nini. La date du 28 avril 2024 restera à jamais gravée dans les annales militaires du Mali. L'histoire retiendra en effet que c'est ce jour que l'armée malienne a neutralisé un redoutable terroriste dénommé Abou Ouzeifa dit Hugo avec certains de ses lieutenants au cours d'une opération terrestre dans la zone d'Indélimane. Une opération mûrement réfléchie, planifiée et exécutée avec brio par les forces armées maliennes qui confirment une fois de plus leur montée en puissance. Retour sur les temps forts de cette opération d'envergure avec Ibrahima Traoré. Les forces armées maliennes sur le terrain sont fortement engagées pour rechercher et neutraliser les groupes armés terroristes. Des missions conjointes sont menées sur tout le territoire, à terre et dans les airs, pour traquer les ennemis et les mettre hors d'état de nuire. C'est justement au cours d'une de ces opérations, le 28 avril dernier,
que les FAMA ont neutralisé l'un des redoutables chefs terroristes du nom de Abou Ouzeifa, dit Hugo. Retour sur une opération d'envergure menée avec professionnalisme par les FAMA. Ce dimanche, 21 avril 2024, à 6 h du matin, les troupes de plusieurs bataillons étaient mobilisées pour le départ dans la zone de Dangourou, sous le commandement d'officiers maliens. Pour eux, il était temps de mettre en pratique leur stratégie d'exécuter l'opération qu'ils ont minutieusement et patiemment planifiée depuis quelques jours. Tous les détails opérationnels, logistiques, météorologiques, informationnels sont étudiés et connus. Avec le moral au top, la rage de combattre avec fierté, le départ est donné. Objectif de cette opération de grande envergure dans le Liptako, secteur de Indeliman, traquer et neutraliser les groupes armés terroristes, mais aussi de sécuriser cette partie du territoire malien et protéger les braves populations. Avant même d'arriver dans la zone ciblée, première embuscade déjouée par les FAMA lors de la traversée du fleuve Niger. Des terroristes neutralisés ainsi que du matériel de guerre récupéré. Les troupes continuent leur progression durant 6 jours sous haute tension et en alerte maximum. Plusieurs embuscades ont été déjouées. La détermination des troupes au sol avec l'appui des vecteurs aériens ne laisse aucun répit aux groupes terroristes qui fuient en laissant derrière eux des armes et munitions, des moyens de communication, des tenues militaires et même du matériel roulant. Fafa, Amalounou, Tin Dimbali, Indeliman, Tin Agoref, forêt de Sorori, Dangarous, Inaïs, Tiringit, toutes ces localités ont été passées au peigne fin par les FAMA. L'étau se resserre inexorablement sur les forces obscurantistes qui cherchent désespérément un trou de souris pour s'échapper. Malgré la fatigue qui se fait sentir, les FAMA marchent sans répit, traquent l'ennemi sans relâche. Le dimanche 28 avril 2024, aux environs de 12 h 30, un important accrochage se déclenche à Indeliman. Les FAMA sentent de la résistance, mais les troupes s'y attendaient. Après plusieurs heures de combat, l'heure est au bilan. Plusieurs terroristes neutralisés, y compris le renommé Abou Ouzeifa dit Hugo. Ce terroriste étranger de grande renommée, auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles innocentes et des attaques contre les forces armées des pays de l'AES et des forces étrangères, était recherché depuis plusieurs années. Pour rappel, sa tête avait été mise à prix à 3,4 milliards de francs CFA par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort de 4 soldats des forces spéciales américaines lors d'une violente embuscade à Tongo Tongo au Niger en octobre 2017. Les FAMA ont réussi à le neutraliser là où les plus grandes puissances n'ont rien pu faire pour l'arrêter et mettre fin au massacre dont il est l'auteur. Après plusieurs mois de traque et une stratégie savamment mise en place, l'opération est une réussite. Les FAMA ont rendu justice à ces milliers de familles endeuillées et détruites par ce sanguinaire. Grâce à un spectaculaire coup de maître tactique des FAMA, ce tyran des sables qui se croyait invincible servira de leçon. Et pourtant, le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, avait prévenu. Hugo n'a pas écouté le message et les autres sont avertis. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Quand même impressionnant, une réaction rapide sur ces images-là que vous venez de voir, mon colonel. Ok, monsieur Dambélé, merci beaucoup. Donc, comme on peut le voir sur la première image, on voit déjà dans un premier temps comment la dite mission même s'est déroulée, depuis l'organisation jusqu'au déploiement des FAMA. Et on voit aussi sur l'image, c'est-à-dire dans quelles conditions météorologiques nos voyants FAMA ont vraiment exécuté cette noble tâche avec vraiment bravo. Et on voit la stratégie mise par les forces de défense et de sécurité pour traquer ce terroriste Abou Ouzeifa alias Hugo. Et ça montre déjà que vraiment les FAMA continueront à traquer ces leaders et tous ces acolytes
jusqu'au dernier retranchement. Quant à la deuxième image, le bilan. Ça c'est le bilan déjà. Oui. Donc ça illustre un peu l'autre image. C'est-à-dire avec tel bilan, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Moussa Acharatoumane, Bon, c'est quand même des images impressionnantes. Hein. Oui, très impressionnante. Bon, déjà sur le bilan, en plus de ce qui a été annoncé par les forces de défense et de sécurité, des informations qui nous remontent du terrain, parce que les populations ont un peu circulé dans la zone après le départ de l'opération. Ils ont constaté effectivement qu'il y a même des camions et d'autres véhicules, des motos détruites qui ont été retrouvées sur zone. Apparemment, il y a aussi du cache de carburant et tout ça là qui a été récupéré par les forces de défense et de sécurité. Donc c'est quelque chose d'assez soulageant, parce qu'on a mis fin en réalité à beaucoup de bases que ces gens-là avaient dans cette zone-là. Maintenant, par rapport au premier reportage sur Abou Huzaifa de Hugo, c'est un grand soulagement pour nous, surtout qui sommes de cette zone-là, parce que Dieu seul sait que ce sanguinaire-là, il a fait du mal, il a fait trop de mal à nos populations. C'est des milliers et des milliers de populations, des veuves et des orphelins aujourd'hui qui sont victimes de ces messieurs-là. Et quand l'annonce de sa mort a été faite, vraiment, c'est un ouf de soulagement pour l'ensemble de ces populations-là. Ce qu'il faut aussi savoir de Higo, c'est que c'est un des derniers vétérans du djihad dans cette région. Parce que Higo, il fait partie, comme Aboul Walid Sahraoui, Abdel Hakim, Mokhtar Ben Mokhtar, Abou Zaid, tous ces gens-là, il fait partie de ce club-là quand ils sont arrivés dans les années 2000 chez nous. Et c'était l'un des derniers survivants de cette nébuleuse dite de l'État islamique, Daesh communément, comme on l'appelle. Donc c'est vraiment un succès énorme. Un succès énorme, je ne sais pas si nos concitoyens s'en rendent compte, mais je pense qu'avec la publicité autour de la neutralisation de ces messieurs-là, beaucoup de gens commencent à comprendre que les femmes ont frappé le haut même de la pyramide de l'État islamique. On va parler essentiellement de cette opération dans cette émission. Le lieutenant-colonel Youssouf Diakité, vous qui avez participé à la planification et à l'exécution de cette opération, dites-nous d'abord où se situe cette zone de cachette du terrorisme, un élément de la zone des 3 frontières. La dite zone qu'on appelle Dangarous, est située au sud d'Indelman, qui fait partie de la région de Ménaka. Cette zone déjà est connue comme étant vraiment l'ennemi du terrorisme. C'est sur base de renseignements bien définis qu'on a vraiment pu déceler la position de ce leader-là. Ici, on remercie beaucoup nos services de renseignement qui, pendant des jours et mois, vraiment nous fournissaient des renseignements fiables qui nous a permis vraiment de neutraliser les dits terroristes. Ok. C'est une zone difficile, hein, une zone très difficile. Vous avez certainement étudié les terrains avec les renseignements que vous avez avant de faire la planification. Quel était l'objectif recherché de cette opération? Est-ce que c'était uniquement pour neutraliser Abou Huzaifa ou bien il y avait d'autres cibles derrière? Certainement pas. Ce n'est pas seulement pour neutraliser Abou Huzaifa. Abou Huzaifa, effectivement, il fait partie de nos priorités. Notre objectif, c'est vraiment bouter tout ce qui est terrorisme sur le territoire malien. Donc ça va passer sur vraiment les chefs terroristes et tous ceux qui les suivent. Donc en conclusion, ce n'était pas une opération qui était seulement destinée à la neutralisation de Abou Huzaifa alias Higo. Il faisait partie de nos priorités. Et aussi tout ce qui pouvait être autour de lui. Parce qu'il faut comprendre déjà que dans ce secteur, il y en a beaucoup encore. Et vous aviez tous les moyens à votre disposition pour mener à bien cette opération? Tous les moyens étaient mis à notre disposition vraiment pour la réussite de cette opération. C'est toutes les entités de l'armée qui ont participé à cette opération. Donc, raison pour laquelle on dit que c'est une opération aéroterrestre. L'armée de terre et l'armée de l'air. Tout ce qui est sur terre et l'armée de l'air. C'est la somme de tout le monde. Okay. Alors, on a bien compris. Moussa Acharatoumane, vous êtes ressortissant, je l'ai dit, de la région de Ménaka. Je le disais, c'est une zone difficile d'accès, difficile par rapport aux conditions climatiques. On a vu un peu la localisation sur la carte, avec des conditions climatiques très dures, je le disais. Ajoutez à cela cette menace terroriste qui plane sur la zone. Comment vivent les populations dans toutes ces conditions-là? Bon, les populations vivent malheureusement depuis plusieurs années difficilement, parce que qui connaît l'État islamique, qui connaît Daesh, c'est que c'est une organisation qui règne par la terreur. C'est-à-dire les règles de fonctionnement de base de cette organisation, c'est de terroriser les populations, vraiment la terreur à l'extrême,
pour les soumettre. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans cette zone-là, parce que les faits d'armes qu'ils ont fait contre les populations dans cette zone, autant nigériennes que maliennes, même burkinabées. Pourquoi ils se sont installés dans cette zone? Parce que l'État islamique, que ce soit au Sahel ou au Moyen-Orient, c'est exactement la même chose. Ils essayent toujours de s'installer dans des zones frontalières qui leur permettent d'être à cheval sur plusieurs pays. Ce n'est pas un hasard qu'ils se sont installés dans cette zone dite des 3 frontières. Parce qu'en s'installant dans cette zone-là, stratégiquement, ils ont accès au Niger, au Burkina et au Mali en même temps. Et comme ils savent que souvent les États sont limités par leurs frontières, ils ne reconnaissent pas de frontières. Pour eux, la terre appartient à Allah. Et ce qui fait qu'il faut frapper le Niger et le lendemain se retrouver au Mali, peut frapper le Mali, sur le lendemain se retrouver au Burkina. Et c'est comme ça qu'ils ont régné malheureusement depuis plusieurs années. C'est pour ça que j'ai salué cette initiative de la création de l'Alliance des États du Sahel, parce que tout simplement ça met fin justement à cet handicap qui a toujours empêché à nos armées, c'est-à-dire vraiment de poursuivre ces ennemis-là au-delà même de leurs frontières. Et c'est exactement ce qui est en cours aujourd'hui, parce que j'ai suivi la dernière fois l'attaque qui s'est passée contre les camps de l'Abzanga au Mali, quand les forces armées maliennes ont été attaquées. Vous avez vu dans la communication après, et c'est l'armée nigérienne qui a été la première même à venir au secours de nos soldats, avant même que les autres militaires maliens arrivent. C'est ça, au fait, le côté positif, en réalité, de cette synergie d'action qui est en train d'être créée entre les différentes forces de cette zone. Et pour mettre fin à l'État islamique aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de cet exercice-là. Mais au-delà de cela aussi, il faut avoir aussi les communautés et les populations avec soi. La force de notre armée, ça va être sa capacité aujourd'hui à faire en sorte que les populations se sentent en confiance. Et quand les populations sont en confiance, ils donnent des renseignements. Parce qu'aujourd'hui, le cœur de ce problème dans cette zone des 3 frontières, c'est qui va s'accaparer de la sympathie des populations. C'est pour ça que les terroristes aussi jouent beaucoup là-dessus. Quand vous regardez l'État islamique, la pyramide en haut, ce n'est que des étrangers. C'est comme Hugo, c'est Aboul Wali Sahraoui, Abdel Hakim, tous ces gens-là qui ne sont pas du coin, qui viennent d'ailleurs. Mais quand ils viennent, ils savent que pour rester dans cette zone-là, il faut s'appuyer sur les communautés. D'où le fait qu'ils essayent rapidement de recruter parmi des communautés bédouines ou qui vivent dans la brousse et tout ça, qui sont souvent à la périphérie de nos États. Et ils mettent même ces locaux-là souvent au devant de la scène. Donc il faut que nos autorités, je pense que c'est le cas aujourd'hui, la réflexion en tout cas elle est en cours, il faut l'approfondir. Aujourd'hui, plus on va créer de la complémentarité avec les populations, mieux nos opérations vont se passer. Et la preuve en est là, comme il l'a dit. Aujourd'hui, les populations se sentent de plus en plus en confiance. Les populations collaborent, ils donnent des informations à leurs forces de défense et de sécurité. Et ils voient aussi que l'armée, de plus en plus, est en train de se déployer dans cette zone. Le fait que les populations voient pour la première fois les forces de défense et de sécurité qui viennent dénicher ces genres d'individus qui se sont vraiment installés dans cette zone comme des rois. Comme vous l'avez fait tout à l'heure dans les reportages, vous voyez que le gars, il a même du poisson frais, tellement qu'il est à l'aise. Il paraît même qu'il vivait avec des frigos, avec des canettes fraîches, il avait des wifi, il avait des plaques solaires, il avait entre 3 et 4 femmes. Vous voyez comment ces gens-là étaient à l'aise pendant toutes ces années-là. Et avec cette opération-là, on vient de leur porter un coup fatal. Et ce n'est pas la première. Malheureusement, comme c'est Hugo, c'est un étranger, on en parle beaucoup. Il y a un autre chef de l'État islamique que l'armée malienne a neutralisé le 21 janvier 2024, plus précisément à Inaraben, un certain Abdulwahab Oul-Chorib. Et ce monsieur-là, c'était quelqu'un d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'était la colonne vertébrale qui liait l'État islamique aux communautés locales. C'est lui qui soumissait les communautés, c'est lui qui récupérait la zakat, c'est lui qui faisait les accords entre les communautés et cette nébuleuse-là. Et depuis que les forces armées maliennes, grâce à une opération terrestre, j'ai suivi la communication après que les femmes ont fait là-dessus, quand ils ont frappé ces messieurs-là, et dans ce village-là, ils ont coupé le cordon ombilical qui lie cette organisation criminelle à une bonne partie de nos communautés locales. Finalement, même les populations ont compris maintenant que les choses ont changé et que l'État aujourd'hui est en train de reprendre pied dans cette région, que les forces de défense et de sécurité sont en train de reprendre pied dans cette région. Et un autre chef aussi a été neutralisé avant celui-là, c'est un certain Alouane qui a été frappé cette fois-ci au nord de Menaka et avec une frappe de drone. Et tout ça, ces 3 opérations montrent en réalité qu'aujourd'hui l'armée malienne a des nouvelles capacités qui lui permettent non seulement de mener des frappes de drones contre des cibles bien déterminées, de faire des opérations aéroterrestres qui permettent de mener des opérations contre des gens comme Abdul Wahab dans leur village. Et il ne s'attendait absolument pas à grand-chose. Il est surpris, il est frappé, lui et ses lieutenants. Et la dernière opération, c'est celle-là, terrestre, combinée avec l'armée de l'air, pour aller neutraliser Hugo. Donc tout cela, en réalité, prouve aujourd'hui que l'armée malienne a franchi un cap extrêmement important. Ce qui fait qu'il peut frapper partout
les ennemis de la nation. Mon colonel, est-ce que dans la progression, les troupes ont déjoué des embuscades, est-ce qu'il y a eu des échanges de tirs, est-ce qu'il y a eu des combats lourds au cours de cette opération? Bien sûr, quand un tel leader terroriste vient d'être tué, ça c'est évident qu'on ne peut pas l'atteindre comme ça très facilement. Et quand on regarde la vidéo, ça a été dit. Effectivement, nos hommes, ils ont eu à neutraliser, okay, ou bien à franchir des embuscades et pour pouvoir les neutraliser. Donc, il n'a pas été neutralisé de façon très simple, mais vraiment, c'était une opération tellement organisée. Il y a eu de la résistance. Il y a eu de la résistance, bien sûr, mais tellement c'était bien planifié avec les renseignements bien. Donc, on était à l'aise. Bienvenue à ce numéro spécial de questions d'actualité consacré à la visite du président de la transition, colonel Assimi Goïta à Sikasso, 3e région du Mali, et nous recevons des ministres sur ce plateau pour faire le point de ce déplacement de haute portée pour le développement régional. Un 22 juin 2024 historique pour les populations de Sikasso et environnants qui a marqué les esprits et donné confiance. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, s'est donc rendu à Sikasso pour concrétiser les promesses tenues il y a quelques mois. 4 actions majeures donc pour revitaliser 4 secteurs. Nous allons les décortiquer tout à l'heure avec nos invités. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bourema Kansay. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Sira Machili. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Machili. Bienvenue sur ce plateau. L'adjoint au commissaire à la sécurité alimentaire, Moussa Goïta. Bonsoir, monsieur Goïta. Bonsoir, madame. Et le directeur général des routes, Cheikh Oumar Diallo. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir répondu à notre invitation. Les Sikassois donc ont accueilli en grande pompe le président de la transition, colonel Assimi Goïta, dans un stade Babemba Traoré plein à craquer. Je me tourne vers le ministre Fomba puisqu'on parle du stade Babemba Traoré, du sport donc. Ministre des Sports, un stade entièrement rénové avec des commodités répondant aux normes internationales. Les Sikassois ont bien apprécié, monsieur le ministre. Comment vous avez vécu ces moments à Sikasso? Magnifique. C'était des moments magnifiques, des moments où nous avons vu un président qui avait pris des engagements et qui est venu devant sa population pour matérialiser cela. Nous avons vu une grande, exceptionnelle mobilisation de la population sikassoise, témoigner tout l'amour qu'ils ont pour leur leader. Et un troisième point qui aujourd'hui sont des messages forts que nous avons entendus du président de la transition, des messages forts et très ambitieux. Alors, vous étiez un ministre des Sports fier alors? Très heureux quand vous avez des infrastructures de ce niveau, d'un niveau international, qui nous donnent des opportunités aujourd'hui au niveau de notre pays pour se projeter. Oui, on ne peut être que joyeux. On ne peut être que joyeux. Un très beau stade tout de même. Hein? Alors, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vous êtes allé concrétiser une promesse. On n'a pas encore vu l'université de Sikasso, mais déjà la première pierre est posée. Dites-nous, Sikasso vous a donné quelle image avec cette grande mobilisation? Merci beaucoup, madame. J'ai été très impressionné par la grande mobilisation de la population de Sikasso et des environs. Et j'ai vu aussi une jeunesse qui a exprimé beaucoup d'espoir de se retrouver donc dans une possibilité de continuer les études sur place à Sikasso dès que l'université sera opérationnalisée et dès que les infrastructures seront disponibles. Nous avons vu aussi que c'était une réponse à la demande de la population du Mali, mais de manière spécifique à la demande de la population de Sikasso et une réponse aussi aux recommandations des ANR et puis des différents forats que nous avons eus où véritablement on demandait à ce qu'une université régionale soit ouverte à Sikasso. C'est vrai que Sikasso a demandé cette université, ça fait 2 décennies quand même. Hein. Donc vous avez vu des visages rayonnants d'espoir?
Oui, j'ai été très content d'entrer en contact avec les uns et les autres qui étaient très ravis, voilà, de l'arrivée donc du président de la transition avec ce grand projet pour le Mali, pour Sikasso. Et ils étaient très heureux que nous puissions mettre en œuvre, n'est-ce pas, donc cette promesse faite par les autorités depuis fort longtemps. D'accord. Alors, M. Goïta, vous avez amené à manger, hein, tout part de là. Quelle lecture vous en faites? Bon, Sikasso, pour moi, ça a été une réussite. Sikasso, c'est un peuple laborieux. Sikasso, pour moi, ça a été un accueil à la hauteur légendaire. C'est historique. Sikasso, c'est là où on parle de notre grenier agricole. Je pense que c'est un peuple qui a compris cela et qui s'est dit que les autorités actuelles sont en train de se battre pour notre souveraineté alimentaire. Pourquoi ne pas montrer à nos autorités que nous sommes ensemble? Donc ça a été pour moi une fierté de voir mes cousins sortir à hauteur de souhait. D'accord. Alors, le développement, ça passe par les routes. Monsieur Diallo, je ne vous l'apprends pas. Que retenez-vous de Sikasso avec tout ce que vous avez fait comme réalisation d'infrastructures routières? Merci, madame. Et je remercie d'abord le président de la transition et madame le ministre des Transports et des Infrastructures pour avoir lancé l'inauguration de ces infrastructures, comme vous l'avez dit, qui sont des infrastructures économiques. L'accueil il a été chaleureux et la jeunesse et les femmes sont sorties massivement pour offrir un accueil très chaleureux au président et à tous les ministres qui ont fait les déplacements sur Sikasso. Donc c'était une liesse populaire que tous ceux qui ont participé à l'événement ont retenu. D'accord. Vous vous êtes dit que vous devez encore faire plus avec la mobilisation? Oui, ça c'est évident. Il y a les attentes qui sont très grandes et il y a des projets futurs qui attendent et que les Maliens souhaiteraient que ce qui a été fait à Sikasso soit fait un peu partout dans toutes les régions. D'accord. Rentrons donc dans le vif du sujet. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a donc posé 4 grands actes à Sikasso. Nous allons commencer par l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le président Goïta qui a donc posé la première pierre de l'université de Sikasso qui doit accueillir, tenez-vous bien, 20 000 étudiants. Un projet d'envergure destiné à désengorger l'université de Bamako confrontée à un problème d'effectifs pléthorique. Alors, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, professeur Kansai, comment se présente la future université de Sikasso? L'enseignement supérieur malien actuellement compte 4 universités thématiques ici à Bamako, une université régionale à Ségou et 11 institutions, donc grandes écoles et instituts publics. Il y a à peu près 170 universités privées. Donc l'université de Sikasso est la 2e université régionale à être opérationnalisée après l'université de Ségou. L'université de Sikasso va être une université complète. Qu'est-ce que c'est qu'une université complète? C'est une université qui propose un éventail assez important de formations. Donc elle comprend une quinzaine de structures de formation et de recherche. Nous allons y trouver une faculté des sciences agronomiques et vétérinaires, parce que nous n'avons pas une école de vétérinaire. Donc ça va être une première, c'est très important pour le Mali. Nous aurons aussi une faculté des sciences de la santé. Nous avons une faculté de médecine et de pharmacie ici à Bamako, c'est la seule publique. Et donc à Sikasso, nous en aurons la 2e. Il y a aussi une faculté des sciences économiques et de gestion, qui va décongestionner la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Et il y a une kyrielle aussi d'instituts universitaires donc, qui entre dans la composition des structures de formation et de recherche de l'Université de Sikasso, qui va disposer aussi de sa bibliothèque universitaire centrale et un centre de téléenseignement.
Les investissements sont estimés à plus de 133 milliards de francs CFA et environ 693 enseignants seront chargés d'encadrer les étudiants. Comment vous allez faire pour pouvoir avoir autant d'enseignants, vu qu'il y a crise d'enseignants même ici à Bamako? Alors, l'opérationnalisation d'une université est un travail progressif, il faut le dire. Déjà, il faut souligner que l'Institut universitaire pour le développement rural est ouvert. Cet institut-là va commencer ses premiers cours ce lundi-là. Donc, j'ai été face aux étudiants qui ont été déjà sélectionnés et qui sont inscrits, qui ont fait la préinscription sur Campus Mali et qui ont fait leur inscription physique. Donc, c'est une université opérationnelle à travers cet institut-là. Comme je viens de le dire, le recrutement des enseignants s'est fait de manière progressive. Et il y aura un apport des enseignants qui sont ici à Bamako, à Ségou, mais aussi dans les formations professionnalisantes, les licences professionnelles généralement, et les DEIT. Il y a une grosse part d'experts qui ne sont pas des enseignants qui doivent intervenir dans les enseignements. Vous avez voulu répondre aux normes de la FIFA et de la CAF avec ce stade aujourd'hui. Ça voudrait dire que les matchs internationaux peuvent être délocalisés dans nos régions? Oui, et c'est un grand avantage. Vous savez, lorsque nous n'avons pas de stade à ce niveau-là et qui soit homologué par la CAF et la FIFA, le problème c'est que nous sommes obligés nous-mêmes, en tant que joueurs équipe malienne, d'aller jouer à l'extérieur dans un autre pays. Ça coûte cher, il faut payer le billet d'avion, il faut payer l'hôtel, donc il y a, ainsi que les perdièmes et tout ça. Mais aujourd'hui, ce sont d'autres pays qui viennent chez nous. Comme dans le cas de nos frères burkinabés, l'équipe burkinabé est venue jouer ici à domicile au Mali. Et Sikasso, ça va être la même chose. C'est-à-dire que nous pourrons accueillir non seulement des matchs internationaux, mais d'autres équipes dans d'autres pays qui n'ont pas l'homologation. Parce que pour avoir un stade de ce standing, il faut vraiment mettre le paquet. Aujourd'hui, nous avons ce stade-là qui vont non seulement accueillir ces matchs internationaux, permettre à d'autres de venir jouer ici, mais encore mieux. Encore mieux. Quelles sont les disciplines qui peuvent être pratiquées sur le stade Babemba Traoré New Look? New Look. New Look, c'est bien ça. C'est exactement ça. Alors nous avons le football, qui est ce sport roi qui est passionnant et passionné. Nous avons le basketball, nous avons le handball, il y a une cour de tennis. Nous avons une piscine semi-olympique également à l'intérieur du stade. Nous avons un espace pour le maracana. Bon, c'est du football, mais un style de foot un peu différent. Donc oui, nous avons différents espaces qui permettent à toutes ces disciplines-là de pouvoir... En plus, nous avons un tartan très moderne qui permet de faire l'athlétisme, des courses de vitesse et beaucoup d'autres choses. Nos routes aussi ne durent jamais, nos goudrons, je veux dire. Qu'est-ce qui explique ce fait? À qui la faute? Est-ce qu'à ce niveau aussi, pour Sikasso ou pour d'autres routes qui seront réalisées, il y a des dispositions qui sont prises? Quand on fait nos études, il y a une planification qui est faite. Quand vous prenez l'ensemble des routes au Mali, rares sont les routes qui parviennent à suivre cette planification. Ça veut dire que la faute est aux citoyens ou quoi? Non. Je m'explique. Par exemple, quand vous faites la conception d'une route qui doit durer 15 ans et que vous prévoyez, comme la route vit, il y a des pathologies, elle peut tomber malade. Au bout de 7 ans, il est prévu qu'on revienne pour renforcer ce qu'on a fait depuis la construction. D'accord. Monsieur Goïta, le président de la transition à Sikasso a insisté sur un fait. Il dit qu'il faut que les vivres arrivent aux vrais destinataires. C'est qu'il y a une faille à ce niveau à corriger. Qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau que le président veut corriger? S'il faut un ciblage, alors qu'il y a un quota qui est attribué à chaque commune, souvent ça pose problème. Puisque l'alimentation, souvent c'est le social chez nous. Mais nous rassurons ici que nous avons pris des dispositions dans ce sens, puisqu'il y a des comités de plainte qui sont mis en place dans toutes les communes et qui peuvent alerter à tout moment dès qu'ils vont voir des comportements qui ne sied pas aux normes des distributions alimentaires gratuites. En dehors de ça, nous avons eu des entretiens avec
tous les gouverneurs pour les mettre au centre de cette distribution. Pour dire que vous avez la responsabilité des céréales qui arrivent. D'abord, on fait une décision d'octroi des céréales pour chaque région. Et la décision est signée par le ministre commissaire qui a envoyé via le ministère de l'administration pour le gouverneur et qui sait que dans ces communes, quelles sont les quantités de céréales qui doivent aller dans chaque commune et que l'OPAM a la charge d'envoyer les céréales à travers les camions. Dès que le camion arrive d'abord, il y a un PV de réception qui est fait et qui est remonté depuis la base au gouverneur qui va nous envoyer. Donc on est sûr en ce moment que les céréales sont arrivées. Le premier axe de ce débat est consacré à l'esprit du dialogue intermalien. Dans la lettre de mission confiée au comité par le président de la transition, il demandait de questionner sans complaisance notre société, de comprendre les causes apparentes et profondes des conflits qui l'animent. Il s'agit donc de créer les conditions nécessaires d'un dialogue franc et sincère entre les Maliens de manière inclusive donc, afin que nul ne soit exclu. Alors, M. Sow, je commence par vous. Quelle est l'idée qui a prévalu à l'initiative du dialogue intermalien? Merci bien, madame. À titre de rappel, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2023, le président de la transition, chef de l'État, a fait 2 annonces importantes. Première annonce, c'est qu'il a décidé, au vu de tout ce qui a été vécu au Mali lors des 10 dernières années, d'internaliser la gestion de la crise malienne. Pendant plus de 10 ans, toute la communauté internationale s'est trouvée pratiquement au chevet du Mali. Et pendant ces 10 ans, la crise n'a fait que s'amplifier. Alors donc, c'était l'occasion pour lui de changer le fusil d'épaule, de faire en sorte que les Maliens s'approprient la gestion de la crise. Ça, c'était une annonce très importante, c'était un virage important par rapport à ce qu'on a vécu depuis quasiment l'indépendance. Deuxième annonce importante, faisant suite à la première, c'est que pour la gestion de ce dossier, il a décidé de mettre en place un comité de pilotage qui va être chargé de préparer techniquement et administrativement un dialogue entre Maliens pour gérer la crise malienne qui est multiforme. Et deuxième volet de la mission de ce comité de pilotage, c'était d'organiser les concertations qui constituent un peu le soubassement même du dialogue. Les concertations qui vont être organisées à différents niveaux et auxquelles tous les Maliens vont participer. Quel est l'esprit du dialogue intermalien? À votre avis, pourquoi les Maliens doivent dialoguer aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame Bachili. Nous avons eu un passé un peu douloureux. Nous avons eu à signer beaucoup d'accords, malheureusement, qui nous ramenaient toujours en arrière. Rébellion, accord, désaccord, rébellion. Et le président a pris l'initiative de mettre en place ce comité de pilotage pour permettre aux Maliens de s'approprier leur paix, leur réconciliation. Donc être eux-mêmes les maîtres de cette réconciliation. Cela, je pense, est très important étant donné que cet accord a été beaucoup critiqué par une bonne partie des Maliens. Et récemment, nous avons vu qu'il a été mis de côté. Et je pense que c'est une occasion à ne pas rater pour permettre à tous ceux qui pensaient qu'il y avait des mains extérieures derrière l'accord qui a été invalidé, d'être présents, mais aussi à tous ceux qui pensaient ne pas être associés, d'être là. C'est vraiment une occasion unique pour l'ensemble des Maliens, ceux qui résident au Mali, dans les camps de réfugiés, comme le ministre vient de le dire, les camps de déplacés, mais aussi d'autres qui sont à l'extérieur. Donc sûrement que le processus va aboutir à cela, étant donné que le comité est à pied d'œuvre pour essayer de rassembler le maximum de Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, comme veut le président de la transition. D'accord. Monsieur Adjaviakoui, à votre avis, quelle est la nécessité pour les Maliens aujourd'hui de s'asseoir à table et de discuter entre Maliens? Merci, madame. Vous savez,
le 5-6 janvier 1991, il y a eu ce qu'on a appelé l'accord de Tamaracet. Et après ça s'est fait à Tamaracet et ça a pris une journée, une seule journée. Je faisais partie de la délégation malienne. Après ça, il y a eu le pacte national qui a été signé à Sévaré. Lui aussi, il a pris tout juste une semaine. Et en dehors de ces deux accords, il y a eu ce qu'on a appelé l'accord ici du processus d'Alger. Il a fallu 8 mois de démarches pour arriver à la fin de ce processus. 8 mois. Pourquoi? Parce qu'on se met d'accord ce matin, on va passer la nuit dans les hôtels, il y a des communications avec l'extérieur et le lendemain, un autre désaccord. En tout cas, il n'est plus question de cet accord aujourd'hui. Nous sommes dans le dialogue intermalien. Dites-nous quelle peut être son utilité pour les Maliens. L'utilité, c'est ça, c'est que aujourd'hui, c'est les Maliens entre eux. On a exclu toute intervention étrangère qui nous a amené à faire 8 mois pour aboutir à ce qui est invalidé aujourd'hui. Si les Maliens sont entre eux, eh bien, ils vont se dire la vérité entre eux. Et c'est rarement au Mali qu'on peut voir plusieurs communautés qui vivent ensemble et qui ont des liens de cousinage qui leur permettent de créer une harmonie absolument fabuleuse pour vivre ensemble. D'accord. Alors, M. Ag Amadou, qu'est-ce qui a échoué avec les intermédiaires et qui peut marcher directement avec les Maliens en termes de dialogue? De 1991 à 2012, on a fait beaucoup d'accords. L'accord de Tamaracet, l'accord de 2006 et le pacte national 2012 et l'accord pour la paix et la réconciliation. Ce qui n'a pas marché, c'est que tous ces accords portaient en eux le germe de leur propre inapplication. C'est des accords faits pour des intérêts divergents. Qu'il s'agisse de Tamaracet, du pacte national ou de l'accord de 2006 jusqu'à celui d'Alger, il y a des acteurs extérieurs très souvent en complicité avec des acteurs intérieurs qui y placent toujours quelque part un germe de nature à rendre son application impossible. Et donc ça a échoué simplement parce que les uns et les autres y tiraient profit sans pour autant laisser des traces sur le terrain. Imaginez-vous quand on consigne quelque chose de Maous dans l'accord par exemple de réconciliation d'Alger et qu'on demande l'application au bout des mois, quand les termes même de l'accord, la lecture même n'a jamais fait de consensus entre les parties et ça nous a amené de 2012 jusqu'au moment de sa caducité à n'avoir pu jamais s'entendre sur aucun alinéa. Les parties n'avaient pas la même lecture et de discussion en discussion, on s'enfonce, on ne pouvait pas bouger. D'accord, les leçons sont tirées maintenant, on est face au dialogue intermalien, on est déjà dedans. Cela vous offre quelle opportunité? Voilà, je vous remercie madame. On a cette opportunité de dialogue intermalien qui est une approche, je trouve, très ingénieuse ou salutaire. Et l'opportunité que nous y avons, c'est qu'il n'y a pas de main extérieure. Il n'y a pas d'argent à distribuer. Il n'y a pas
de contraintes à y mettre. Je pense que l'opportunité, c'est que des Maliens connaissent mieux leurs problèmes, mieux que quiconque. Ils peuvent identifier leurs problèmes, ils peuvent les hiérarchiser ou les prioriser, ils peuvent déjà aborder des problèmes réglables à court terme, parce que comme on l'a dit, la moitié du malheur vaut mieux que tous les malheurs. Et donc, on peut déjà, au sortir de ces dialogues, assister à certains problèmes qui vont être réglés. Il n'y aura plus de reproches à faire à un quelconque acteur dont l'agenda n'est pas celui du Malien lambda. Ça va être un consensus de tous les Maliens, parce que dans la lettre d'émission et dans les débats du comité, il nous a été dit que aucun citoyen lambda ne peut être laissé au bord de la route. Il faut que chacun y mette son input pour écouter tout le monde, recenser les problèmes tels qu'ils se posent aux populations, et ce sont les mêmes populations qui auront à proposer les solutions possibles. Il s'agit, à travers le dialogue intermalien, de recoudre le tissu social et de rassembler les Maliens. Les différentes phases devraient permettre de tout mettre sur table, ils l'ont dit tout à l'heure, d'en discuter et de trouver des solutions idoines aux différents problèmes à l'interne. Madame Seck, pensez-vous que le dialogue intermalien peut panser toutes les plaies et aller vers la vraie réconciliation des Maliens? Madame Bathily, ce dont les Maliens ont besoin et ce dont le président de la transition a besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir fédérer autour du comité de pilotage le maximum de personnes, des Maliens qui aiment le Mali et qui veulent aujourd'hui ramener le Mali à son image d'antan. Donc cela veut dire que d'aller à la rencontre des Maliens, là où ils sont, à l'intérieur, au plus profond de la République, du pays, à l'extérieur, et de faire remonter les vraies informations avec des solutions, des pistes de solutions qui puissent lui permettre d'aider le Mali à sortir de cette crise. Oui, ce dialogue peut nous ramener la paix, peut nous ramener la réconciliation, si nous travaillons sincèrement et nous ne laissons personne de côté. Oui, ce dialogue peut nous ramener la paix, mais ça ne serait pas une paix en un mois ou en 6 mois. Sûrement qu'après la phase nationale, il y aura déjà pour le président, sur la base du rapport qui va lui être remis, déjà une idée plus claire des difficultés, des contraintes et de ce que les Maliens pensent. Et c'est vrai que ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui ne demandent que la paix, mais beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis. Et ceux qui tiennent les ficelles ne sont pas forcément dans le nord. Je suis du nord. Beaucoup sont partis. La région de Kidal s'est vidée de sa population. Une bonne partie de la région de Tombouctou, je suis de Kidal et de Tombouctou, ils ne sont pas à Tombouctou. Soit ils sont réfugiés, soit ils sont déplacés. Dans ma commune, j'ai des déplacés depuis des années. Depuis des années dans la commune de Gounda. Et qui ne veulent plus retourner chez eux. Et quand vous prenez le camp de réfugiés en Mauritanie, à Béra, c'est pratiquement la région de Tombouctou. Donc, nous devons vraiment ne pas caresser dans le sens des poils, mais en toute sincérité, toucher les problèmes, faire parler les Maliens, les écouter et faire remonter les vraies informations. Et ça, le président Ousmane Issoufi est vraiment dans cette dynamique et tous les membres qui sont autour de lui sont dans cette dynamique pour l'accompagner. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à suivre ce débat qui a été réalisé par Diakari Diakone Diaki. Aridou Matina m'a aidé à la coordination. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir.